Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Nuvéo Show, excusez-moi. Alors aujourd'hui, encore un invité exceptionnel, Yannick Trigance, bonjour. Bonjour. Alors Yannick Trigance, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France d'opposition au Parti Socialiste. Vous êtes également conseiller municipal d'opposition à Épinay. Absolument. Et vous êtes aussi secrétaire national adjoint à l'éducation. Au Parti Socialiste. Au Parti Socialiste, voilà. Toujours. Absolument. Alors, vous êtes un expert, en fait, en ce qui concerne l'éducation, si je puis me permettre. Un expert, on peut dire ça comme ça. J'ai un vécu professionnel d'abord. D'accord. J'ai enseigné pendant 26 ans à Épinay-sur-Seine, en école maternelle, en école élémentaire. J'ai été directeur d'école maternelle élémentaire. J'ai ensuite été inspecteur de l'éducation nationale. Ensuite, je suis passé dans la territoriale et dans le même temps, mon parcours politique s'est imbriqué avec mon activité professionnelle puisque politiquement, j'ai travaillé les questions d'éducation depuis que je suis rentré au Parti Socialiste en 1989. D'accord. Ce que j'allais vous demander justement, quelle a été cette transition, quel a été le changement pour passer d'enseignant justement à ce que vous êtes actuellement ? Alors en fait, j'ai toujours un métier, c'est-à-dire que je ne suis pas un professionnel de la politique. J'ai mon métier aujourd'hui, je travaille dans une collectivité territoriale où je m'occupe des questions d'éducation, mais toujours à côté, j'ai mon engagement politique depuis 1989 et je suis donc conseiller régional d'Île-de-France. C'est mon deuxième mandat. Je siège dans la commission lycée et je suis conseiller municipal à Épinay-sur-Seine. Au sein du Parti Socialiste, je m'occupe des questions d'éducation depuis assez longtemps puisque j'ai travaillé aux côtés de François Hollande lorsqu'il était premier secrétaire du Parti Socialiste. Et ensuite, j'étais dans son équipe pendant la campagne présidentielle aux côtés de Vincent Peillon pour travailler les questions d'éducation précisément. D'accord. Et hormis l'éducation, j'ai pu voir sur votre site ou via Twitter, parce que vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux, que vous rédigez, que vous relayez beaucoup d'informations concernant, en plus de l'éducation, la sécurité, l'environnement, j'en passe, la jeunesse. Oui, en fait, j'essaie d'être assez actif sur les réseaux sociaux pour relayer, diffuser finalement un peu l'ensemble de l'activité politique qui est la mienne dans ma famille politique. D'accord. La famille, c'est-à-dire ? Ma famille politique, c'est le Parti Socialiste. D'accord. Voilà, je m'y suis engagé en 1989. Je suis aujourd'hui donc secrétaire national adjoint sur ces questions-là. Et donc, je participe à la diffusion sur les réseaux sociaux parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place importante. Et votre radio en est un bel exemple. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail que vous faites parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut arriver à progresser tous ensemble. Donc oui, la question des réseaux sociaux est importante. Et comme vous venez de l'affirmer, donc en tant que membre du Parti Socialiste, c'est des questions que nous, citoyens, on aimerait poser, et on se pose surtout. Et pour savoir, en fait, s'il y a cette cohésion au sein du Parti Socialiste, c'est savoir si vous êtes d'accord ou non avec la loi El Khomri. Alors, moi, je soutiens le projet de loi El Khomri. Je le soutiens pour plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'il y a eu deux projets finalement. Il y a eu une loi El Khomri 1 qui, moi, ne me convenait pas et qui d'ailleurs ne convenait pas au Parti Socialiste puisque le premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, avait dit « Nous, on ne votera pas si c'est ce texte-là qui reste ». Donc, il y a eu des discussions à l'Assemblée. Il y a eu des centaines et des centaines d'amendements. Et puis, il y a donc une deuxième version qui, elle, correspond mieux à ce que moi, j'attends par rapport à mes valeurs et par rapport finalement à cet enjeu du travail pour les Françaises et les Français. Je donne un seul exemple, par exemple sur la jeunesse. Il y a le CPA, le contrat personnalisé d'accompagnement, et puis il y a la garantie jeune qui sont dans cette loi. Et je pense que ce sont de grandes avancées pour la jeunesse de notre pays. Donc oui, moi je soutiens le projet de loi El Khomri, je le soutiens tout à fait. Là, ce sont vos arguments, mais comment expliquer déjà, il y a une divergence au sein même de la gauche et aussi autant d'opposition de manifestants par rapport à cette loi ? Moi, je pense que d'abord, il y a sans doute un problème de communication, d'explication, de pédagogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez 10 personnes au hasard, vous en avez à peu près 9 qui n'ont pas lu le texte de loi. C'est l'enseignant qui parle là ? Non, c'est pas l'enseignant qui parle, mais en fait,
beaucoup de personnes n'ont pas lu le texte. Et donc, je pense qu'il aurait fallu faire une explication de texte. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement, c'est aussi la responsabilité du Parti socialiste, de mieux expliquer que cette loi, finalement, va permettre de garantir un certain nombre de droits pour les Françaises et les Français. D'accord. Alors après, il y a des divergences, y compris au sein du Parti socialiste, parce que le Parti socialiste, c'est un grand parti. Donc finalement, je pense que le fond du problème, c'est la question du compromis. C'est-à-dire qu'à quel moment on accepte en se disant le texte n'est pas parfait, c'est vrai, le texte n'est pas parfait, mais est-ce qu'il faut rejeter le texte en disant on n'en veut pas et après on fait quoi? Ou alors est-ce qu'on considère que dedans il y a des avancées et que ces avancées-là, il faut les prendre parce que ça va permettre de progresser. En tout cas, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent il faut retirer, parce que vous savez, quand on recule après tout le travail qui a été fait, après ce texte qui aujourd'hui est un texte à mon sens acceptable, ce serait une formidable régression qu'aujourd'hui revenir en arrière sur ce texte. D'ailleurs, je souligne qu'aujourd'hui, les grandes centrales syndicales ne demandent plus, pour un certain nombre d'entre elles, le retrait du texte. Ils demandent de le modifier. Donc il y a aussi eu une évolution dans la perception des choses. D'accord. Et justement, par rapport à cette loi travail, il y a la manifestation du 23 juin qui a d'abord été interdite. Et puis elle a été finalement autorisée, mais sur un parcours imposé par le ministère de l'Intérieur. Alors, est-ce que vous êtes contre ou pour justement d'abord cette interdiction, ensuite ce parcours imposé? Parce que le droit de manifester, normalement, c'est un droit, comme je viens de le dire. Donc, Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et moi, j'ai manifesté très jeune. J'ai été dans les mouvements étudiants, ensuite j'ai été syndicaliste quand j'étais enseignant. Et donc je considère que le droit de vote, lapsus, le droit de manifester est un droit fondamental, un droit essentiel dans notre démocratie. Et donc moi j'ai été très satisfait et même très soulagé, je ne vous le cache pas, que finalement il puisse y avoir une manifestation. C'est important dans notre démocratie. Après qu'il y ait eu un trajet de proposé, accepté d'ailleurs par les organisations syndicales, je pense que c'est aussi une bonne chose, parce que n'oublions pas quand même que nous sommes dans un contexte un peu particulier. Nous avons vécu des événements gravissimes, dramatiques. Confirme, oui. On est quand même dans un contexte un peu particulier. Il y a eu aussi, sur les précédentes manifestations, ce qui s'est passé, le saccage à l'hôpital Necker, est quand même quelque chose de tout à fait inacceptable. Et donc je comprends que le ministre de l'Intérieur ait souhaité proposer un cadre de manifestation qui soit à peu près le plus sécurisé possible, pour éviter tout débordement et pour éviter que des casseurs qui n'ont rien à voir avec les manifestants, qui n'ont rien à voir avec ce projet de loi, qui sont là pour uniquement casser et dégrader. Et donc, je pense que c'est bien qu'il y ait cette manifestation. C'est important qu'on puisse manifester dans notre pays quand on n'est pas d'accord. Et en même temps, c'est bien aussi qu'il y ait un cadre qui ait été posé pour s'assurer que cette manifestation ne dégénère pas. Le cadre qui a été imposé, vous venez de dire que ça peut être dû aux récents événements. C'est seulement dû à ça, ou c'est parce que finalement le gouvernement n'est pas trop d'accord avec les manifestants, le fait de s'opposer à cette loi travail? Non, pas du tout. Je pense que le gouvernement donc respecte profondément la démocratie et ses valeurs qui fondent finalement ce que nous sommes en France, qui est quand même la patrie des droits de l'homme. Le droit de manifester est un droit constitutionnel et donc c'est important qu'il soit respecté. Moi, je pense que le contexte, on est quand même dans un contexte assez incroyable, où on a eu des attentats, on est dans un contexte assez lourd, et donc il y a une crainte. On est aussi avec des forces de police qui sont épuisées, parce que depuis des mois et des mois, les forces de police sont sur le terrain. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, il faut essayer de poser un cadre qui soit le plus sécurisant possible pour que cette manifestation puisse avoir lieu et qu'elle se déroule dans de bonnes conditions pour tout le monde, parce que finalement, l'objectif, c'est celui-là. On aimerait tous ça. Et j'ai un dernier sujet auquel je voudrais vous parler, c'est la Commission nationale d'investiture du Parti Les Républicains, donc pas le vôtre, a validé la plupart de ses candidatures en vue des législatives de juin 2017. Et ça permettra à Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, d'obtenir le sésame du Parti républicain.
Et malgré ces 4 mises en examen, fraude fiscale, bon, je ne vais pas les citer. Et donc ma question, c'est celle-ci. Est-ce que vous êtes et surtout d'accord avec le fait qu'au sein du gouvernement, ou des députés, des ministres, continuent d'exercer leurs fonctions alors qu'ils ont, on va dire, ou condamnés, ou mis en examen, ou ils ont des valises et... Alors moi, je n'ai pas à m'occuper des affaires des Républicains, mais le principe général que vous exposez, vous avez raison de le poser de cette manière-là. Moi, je considère que ces personnes-là ne devraient pas être candidates. Parce que, vous savez, aujourd'hui, une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons qui fait que les Françaises et les Français se détournent de la politique et disent que finalement, les politiques sont tous les mêmes, c'est parce qu'on a ce type d'exemple. Alors qu'en France, 98% des élus sont des élus comme moi, de terrain, des gens qui vivent dans nos quartiers, on ne vit pas de la politique. Les élus de terrain, ils font leur travail, ça leur coûte parce que c'est sur les vies personnelles, hein, ça prend du temps, c'est des sacrifices. Ça, c'est la réalité de la démocratie et de la vie politique. Mais ces personnes-là, telles que M. Balkany, que vous venez d'évoquer, moi je pense que ces gens-là ne sont pas de bons exemples pour la démocratie et ne sont pas des bons exemples pour la politique d'une manière générale. D'accord. Ce sera tout. Je vous remercie. Merci et bon vent à Nuveo Radio et à toute votre équipe. Je vous remercie de votre venue en tout cas, Monsieur Trigance. Merci à toute l'équipe de Nuveo, le monteur Kevin comme d'habitude, tout le monde. Et retrouvez-nous tous les vendredis à 20h sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Voilà, à plus.